on a fait une carte narrative, une story map pour ceux qui connaissent sous ce thème-là. On a fait ça cette année pour souligner l'événement. Donc, elle est maintenant en ligne sur notre site Internet. Fait que je vais partager mon écran pour que vous puissiez la voir en même temps que moi. Donc, peut-être, j'imagine que c'est ce que vous voyez. Donc, voilà. Si vous voulez accéder à la carte narrative sur notre site Internet, donc je vous recommande d'aller sur le site. Oups, on ne voit pas ma carte. Est-ce qu'on peut... Excusez-moi. Moi, je la vois, Mélanie. Moi, je la vois. Je ne sais pas pourquoi il y a des membres de l'équipe qui me disent qu'ils ne la voient pas. Là. Donc, finalement, pour aller sur le site Internet, vous devez aller sur Apprendre et aller sur Carte narrative. À ce moment-là, vous allez avoir la nouvelle carte narrative qui raconte l'histoire d'Agéro. Et vous avez aussi d'autres cartes narratives sur différents thèmes. Il y en a plusieurs à venir. Donc, pour y accéder, vous allez sur cet onglet. Donc, tout d'abord, ce qui est important pour moi de souligner, puis Daniel en a parlé, puis on va en parler tout au long de la rencontre de ce soir, c'est vraiment particulier là, de voir toute l'implication qui a été faite au fil des ans par les citoyens du Lac-Saint-Charles, puis les gens qui ont créé l'organisation. Donc, c'est comme ça que la carte narrative commence, en disant que c'est l'aventure de 15 riverains qui se sont un jour regroupés pour protéger le Lac-Saint-Charles. Et que 40 ans plus tard, et 99 administrateurs plus tard, Agéro raconte son histoire. Si vous voulez parcourir la carte narrative, je vais vous expliquer aussi comment faire. On peut aller d'une année à une autre en cliquant sur les onglets. Donc, vous pouvez rapidement aller, si vous souhaitez, tout de suite à la fin de la carte en cliquant sur ces onglets-là. Donc, si on continue, les riverains au cœur bleu, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est des passionnés, des gens qui ont mis énormément de temps et d'énergie pour arriver à, se faire connaître, deux, faire connaître la cause, puis aussi de toujours recommencer. Parce que c'est aussi ça, l'histoire de l'appel et maintenant d'Agéro, c'est de l'acharnement et beaucoup de résilience parce que faut toujours recommencer les mêmes combats année après année parce que les intervenants changent dans les villes, parce que les gens sont différents. Donc, il faut toujours recommencer et avoir une belle patience, en fait. Donc, dès le début des années 80, les gens ont commencé justement ce combat-là. Si vous remarquez, c'est ça que j'aimerais vous faire remarquer on voit vraiment la progression de la bande riveraine. Et on est dans une autre époque, hein, au début des années 80. C'est l'ancien bureau d'Agéro qu'on peut voir aussi là, ici. Et vous voyez, c'est assez incroyable comment la bande riveraine s'est régénérée là, grâce aux nombreuses plantations qui se sont faites. Donc, dès les années 80, l'organisme s'est créé. On a le nom de tous ces gens-là là, que je n'aimerais pas, mais parce que... Check the card that they're showing. Pardon? Pardon? Ça va? Donc, dès le départ, l'appel aussi passe à l'action. Vous voyez certaines personnes peut-être que vous allez reconnaître au centre de l'image Jocelyn Moffett. Qui est encore administrateur. On voit aussi M. Vallière là, sur cette photo-là, donc il y a peut-être d'autres personnes qui se reconnaissent. C'est lors des premières corvées de nettoyage, puis on fait encore 40 ans plus tard ces corvées de nettoyage. Au niveau des ventes de végétaux qu'on fait encore, bien, ça fait depuis si longtemps qu'on fait des ventes. Même à une époque, on a retrouvé des images qu'on faisait, des distributions avec des camions, des colliers d'apprentis conducteurs. Donc, on a fait beaucoup au niveau de la renaturalisation et ça dès le début des années 80. Aussi, ce qui a été mis en place dès le début, rapidement, dès 85, c'est de faire de la sensibilisation auprès des enfants.
C'est plus de 40 000 jeunes qui ont eu la chance de faire des activités d'interprétation entre 1985 et 2006. À un moment donné, j'ai eu un flash que je me suis rendu compte que moi-même, jeune, je suis venue ici là, sur le ponton. Donc, c'est vrai, énormément d'enfants du secteur qui ont pu avoir la chance de découvrir pour la première fois le lac Saint-Charles de cette manière-là. Il y a eu jusqu'en 2006 des programmes éducatifs. La raison, évidemment, on est obligé à un moment donné de se réorienter pour de multiples raisons, notamment à cause de nos capacités d'accueil à notre bureau. Mais ce n'est que partie remise. On travaille encore à revoir comment on pourrait faire une offre éducative pour les prochaines années. Au niveau aussi des années 80, qu'est-ce qu'il y a eu comme réalisation? C'est la journée de l'environnement qui, on en a encore eu les dernières années. Là, cette année, on n'en a pas eu à cause notamment de la COVID, mais chaque année, depuis des années, il y a des journées de l'environnement. Donc, c'est une des choses, c'est une des manières de faire connaître l'organisation, de discuter avec les citoyens, de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, c'est une des activités qui est encore au bout du jour pour l'organisation. Les employés ont un peu sourcillé quand ils ont vu des souvenirs du concours Maison Fleurie, mais ça a été une manière pour l'organisation pendant longtemps de se faire aussi connaître puis de faire que les citoyens restaurent leur terrain. Maintenant, depuis quelques années, je pense aussi que le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles a repris ce concours-là, mais il y a eu pendant de nombreuses années l'organisation de ce concours-là. Au travers des années, on a vu différentes choses, là, différents combats aussi là, se passer, notamment, là, on voit des belles images de rives, donc il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait au niveau de la renaturalisation de rives et beaucoup d'études. Des études pour faire quoi? Bien, notamment pour voir c'est quoi les problématiques avec les installations septiques. Oui, déjà dans les années 80, il y a eu énormément d'inventaires qui s'est fait sur les installations septiques. Dernièrement, j'ai eu à retourner dans les archives de l'organisation pour me rendre compte que finalement, les combats et les quêtes que l'on fait présentement sur les problématiques d'installation septique, mais c'était finalement les mêmes de 40 ans. On parlait dans les années 80 de raccordement, on parlait de priorisation, de revoir les installations septiques, de faire des vidanges. Donc, finalement, après toutes ces années-là, on se retrouve à parler à peu près de tous les mêmes dossiers. Ensuite, on voit, vous pouvez constater, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont le reconnaître, là, moi j'ai reconnu, c'est l'ancien député Raymond Brouillet. À l'époque, quand l'appel a décidé de faire la mise en valeur des Marais du Nord. Les Marais du Nord, c'est notre joyau maintenant, mais pour pouvoir arriver à préserver les Marais du Nord, il y a eu énormément de démarches parce que, il faut se rappeler à l'époque que la Ville de Québec était propriétaire de terrain, mais c'était vraiment à l'extérieur de son territoire. Son territoire de Québec était le centre-ville à l'époque. Donc, l'organisme a dû convaincre la Ville de Québec de laisser à la gestion du site pour pouvoir le développer, aller chercher les subventions pour le développer, après d'aller chercher les partenariats. Donc, c'est sûr qu'ils ont dû convaincre les élus pour obtenir le financement notamment et l'appui des différents partenaires. Donc, on voit là, sur ce T-shirt notamment, là, Protégeons les Marais du Nord. Donc, ça a été une époque un peu de combat parce que les Marais du Nord, notamment dans le secteur de la baie Charles-Talbot, il y avait eu de la spéculation pour faire, dans le fond, du développement résidentiel et immobilier le plus récréo-touristique. Donc, c'est à ce moment-là que les élus, mais avec les citoyens, se sont mobilisés pour faire l'acquisition de terrain. Donc, notamment, la Fondation de la Faune du Québec a donné énormément d'argent pour faire l'acquisition de ces terrains-là qui, maintenant, appartiennent à notre organisation. Donc, ça a été
des années de travail, de dur labeur pour arriver à cette photo-là qu'on peut voir là, de l'ouverture des Marais du Nord en 1995. Les premiers sentiers, l'inauguration des premiers sentiers s'est fait le 1er juin 1995. Maintenant, les Marais du Nord qu'on connaît aujourd'hui est comme ça d'à peu près depuis 2005. Donc, ça a pris à peu près 10 ans de développement entre 1995 et 2005. Ça a été beaucoup, c'est des années entre 1995 et 2005, beaucoup axé sur justement la mise en valeur des Marais du Nord, le développement. Et ça a été gagnant parce que ça a apporté une crédibilité à l'organisation, montrer qu'on est capable de faire des projets concrets. Il y a eu aussi différentes choses qui ont été ajoutées au fil du temps, comme des randonnées, notamment en interprétation en canot-rabasca. Il y a eu le bazar de jouets qui a été porté par les bénévoles Pauline Bédard et Philippe Beaupré. Pendant des années, c'était une manière aussi de rencontrer les citoyens, de se faire connaître, de valoriser aussi la récupération, donc le recyclage. Donc, ça a été vraiment des années qui, souvent, on s'est remis en question parce que c'était beaucoup d'organisation pour les bénévoles, c'était beaucoup de travail, puis, mais ça a fait quand même connaître énormément l'organisme. Donc, on remercie Pauline et Philippe. On va pouvoir, quand on voit qu'il s'est souligné comme ça, on peut aller voir dans la section hommage, on va avoir une description plus détaillée là, des personnes. Aussi, au fil du temps, l'organisation, en fait, cherchait les causes de détérioration du lac Saint-Charles. Plusieurs fois, finalement, il y a eu des études, on l'a dit, dès les années 80, on a regardé directement les installations septiques, on regardait les bandes riveraines. Et au fil du temps, à un moment donné, il y a eu notamment l'apparition des cyanobactéries qui a fait qu'on va voir là, que l'organisme s'est beaucoup axé sur la recherche à un certain moment. Bon, là, c'est le temps de parler de moi, ce que j'aime le moins au monde. Donc, je suis arrivée en 2000 à l'Appel, un peu par hasard parce que je m'en allais en Chine, en fait. Je travaillais à l'époque au Collège Mérisy, puis j'ai vu cette offre d'emploi-là. Je connaissais très peu, malgré tout, l'Appel, je connaissais très peu les Marais du Nord. Mais comme je suis native du secteur, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant pour moi. Donc, finalement, j'ai abandonné le projet d'aller faire un voyage en Chine pour venir faire un emploi qui était normalement temporaire de quelques mois pour faire le développement des Marais du Nord. Finalement, il paraît que je tombe en amour avec le lac Saint-Charles puis avec mon travail. Donc, vous pouvez aussi aller retrouver la lettre que j'ai écrite quand ça fait 18 ans. J'ai écrit une lettre à mon cher lac Saint-Charles qui est toujours d'actualité. Je l'ai relue dernièrement et elle aurait pu être écrite pour mon 20e finalement. Donc, vous pouvez cliquer partout dans la carte. Il y a plein de liens vers d'autres articles, vers d'autres sites. Donc, vous pourrez aller relire par la suite. Sinon, en fait, il y a plusieurs années, je l'ai dit, là, que ça a été le développement des Marais du Nord. Il y a eu des inventaires, de la caractérisation. Là, on voit des bénévoles qui font des suivis de nichoirs à canards arboricoles. Donc, il y a eu énormément d'investissements, comme je l'ai dit. Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, il y a eu l'apparition de cyanobactéries. En 2006-2007, c'est l'éclosion, la première vraie éclosion. Il y en avait sûrement avant ça des cyanobactéries au lac Saint-Charles, mais une grosse floraison comme ça, c'était probablement la première, à moins qu'on ne l'ait jamais rapportée. Mais ça a été des années assez... ça a été une cloche, une sonnette d'alarme pour l'organisation, mais aussi pour l'ensemble des partenaires, puisque ça faisait des années que l'organisme disait que le lac Saint-Charles n'allait pas bien, mais ça a été vraiment le coup là, qui a donné... en fait, le coup d'envoi, ça a été bon dans un certain sens parce qu'à ce moment-là, on a eu plus d'écoute. Les gens ont compris qu'il fallait enfin faire quelque chose. Il n'aurait pas fallu attendre d'avoir des cyanobactéries, mais en même temps, ça a donné l'avantage qu'on puisse avoir une meilleure écoute quand on disait que ça n'allait pas très bien.
Donc, c'est là qu'avec l'apparition des cyanobactéries, la Ville de Québec, avec plusieurs partenaires, les universités, le ministère de l'Environnement, on a mis en place une étude limnologique qui a été très structurante pour l'organisation. C'était la première étude à l'échelle de l'ensemble du bassin versant, du haut bassin versant de la rivière Saint-Charles qui a été faite. Et là, comme je vous dis, si vous voulez aller cliquer, vous pourrez aller retourner dans l'étude limnologique. On voit ici Sébastien Bourget qui a collaboré à cette étude-là, à ce moment-là. Ça a été une étude qui a aussi eu pour effet de débranler, je pense, les temples. Il y a eu énormément de discussions suite à ça. Il y a eu énormément d'intérêt de la part des élus. Et en 2010, la communauté métropolitaine de Québec a adopté un premier règlement de contrôle intérimaire pour limiter les interventions humaines dans le bassin versant. Je ne reviendrai pas nécessairement très longuement là-dessus, mais ça a été quand même significatif pour la suite des choses. Aussi, en 2009, suite à l'étude limnologique, on a eu la chance de rencontrer Sonia Bemel. Dans le fond, c'est Caroline Brodeur qui était à l'époque à l'OBV de la capitale qui nous a mis en lien, puis Sonia voulait collaborer avec nous pour mettre en place un programme de suivi de la qualité de l'eau. Et on a développé ensemble là, un partenariat qui dure depuis ce temps-là. C'est une superbe recrue pour notre organisation. Elle a su se développer aussi au sein de l'organisation. Je pense qu'on a réussi à lui donner des ailes. Elle en avait déjà, mais elle a pu progresser d'une manière incroyable au sein de notre organisation. Puis maintenant, elle a son entreprise qui a un franc succès aussi. Donc, merci à Sonia. Et puis, donc, elle a développé le programme de suivi. Aussi, à travers de ça, on a, dès pas longtemps après son arrivée comme chargée de projet en limnologie, Sonia elle a eu à faire la première diagnose du lac sa première diagnose à elle du lac Saint-Charles en 2012, qui a été encore là un autre moment où on s'est rendu compte que le lac avait vraiment vieilli très rapidement entre 2007 et 2012. Donc, ça a encore comme fait couler de l'encre et à ce moment-là, suite au dépôt de l'étude, il y a eu énormément de discussions à l'interne jusqu'à temps qu'il y ait un deuxième RCI en 2016. Donc, Sonia, elle a vécu de grands stress parmi notre organisation parce que notamment, on le dit, là, on a été critiqués, on a eu des contre-expertises aussi à ce moment-là parce que les résultats des études était quand même relativement inquiétante. Puis les autorités avaient comme besoin d'aller chercher des contre-expertises et de voir est-ce que ce qu'on dit est solide. Donc, c'est sûr que là, nous, on est partis notamment à la quête là, avec plein de chercheurs pour s'assurer que nos résultats étaient ce qui était vrai. Puis, tu sais, ça ne nous faisait pas plus plaisir que le lac Saint-Charles aille pas bien. Au contraire, on aurait aimé avoir de bonnes nouvelles, mais il fallait annoncer les résultats qui sont arrivés. Donc, suite à ces études-là, en fait, il y a eu énormément de, je dirais, une progression de l'organisation parce qu'il fallait diffuser cette information-là. Il ne fallait pas seulement déposer des études. Une fois, j'ai superposé toutes les études qu'on a faites, puis je me suis dit, il ne faut pas juste faire des études pour faire des rapports, il faut aussi les diffuser. Donc, une des manières qu'on fait maintenant est aussi les story maps, les cartes narratives, mais les bulletins d'information ont été dès 2010 une manière d'informer les citoyens. Maintenant, ces bulletins-là sont envoyés 2 fois par année dans le bassin versant à plus de presque 20 000 copies maintenant, 19 000 quelques copies. Donc, c'est pour nous un moyen de communiquer, mais aussi souvent, c'est un moyen de dialogue, c'est-à-dire que souvent, les gens vont nous écrire après, ils vont nous appeler pour nous dire qu'ils ont lu telle chose puis qu'ils aimeraient ça qu'on discute. Donc, on trouve que c'est aussi une manière de se faire connaître puis de faire que les gens rentrent en contact avec nous.
Donc, en 2012, entre mes 2 congés de maternité, on a aménagé dans les nouveaux bureaux qu'on voit sur cette image-là. On a quand même fait une très grande progression. Vous voyez là, sur l'image les anciens bureaux, puis maintenant. Souvent, les gens viennent dans nos bureaux, on dit hey, vous êtes bien, c'est lumineux. Puis oui, on est vraiment très chanceux. On a un super site, on a un bel environnement de travail. Donc, ça a aussi fait pour nous la différence là, pour pouvoir loger l'équipe de manière convenable parce qu'en fait, les bureaux avant, c'était plus de l'ordre d'un garage ou d'un cabanon. Donc, maintenant, c'est vraiment plus agréable d'y travailler. Aussi, en 2012, en fait, on souhaite souligner l'apport de Sylvie Larose, qui a été décorée de la médaille de jubilé du Diamant de la Reine. À ce moment-là, dans le fond, Sylvie était présidente du conseil d'administration, mais ça faisait déjà longtemps qu'elle s'impliquait au sein de l'organisation. Et c'était les fêtes là, du Canada, donc c'est dans ce cadre-là que Sylvie elle a eu cette médaille-là et qui a été remise à l'époque par la députée Anne-Marie Day. Avec les activités d'organisation aussi, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au fil des ans. Il y a des milliers de végétaux qui ont été plantés, des dizaines de milliers de végétaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'équipe à l'œuvre, mais c'est impressionnant de voir comment ils vont rapidement et qu'ils peuvent planter de nombreux végétaux dans une seule journée. Donc, pour différentes raisons, on fait des activités de restauration. Parfois, c'est dans la bande riveraine. On a déjà fait un stationnement à la station touristique tournante. Des fois, c'est aussi pour aider à restaurer des habitats phoniques. Donc, c'est vraiment pour différentes raisons qu'on va faire des projets de restauration. Le plus important projet qui a été réalisé jusqu'à ce jour, c'est par William Verge, qui est maintenant chargé de projet senior pour nous depuis plus de 10 ans. C'est le projet là, qui a été réalisé l'an passé, le projet de Marais Bellevue. C'est un projet qui est d'une grande importance pour le lac Saint-Charles. Il y avait à l'époque, dans le fond, il y a un cours d'eau qui s'en allait directement mélangé avec les eaux pluviales de tout un secteur qui s'en allait directement au lac. Maintenant, les travaux ont été faits cet automne, puis l'eau de tout ce qui est les eaux pluviales vont aller se faire traiter dans une chaîne de traitement. Et donc, il y aura quand même un bel avantage au lieu que toute l'eau pluviale s'en aille directement au lac, elle va se faire traiter dans cet aménagement, cet ouvrage-là qui a été fait. Donc, on remercie Viviane pour tout le travail qui a été fait au fil des ans. Au niveau de la gestion des eaux pluviales, vous pouvez découvrir notamment qu'il a réalisé des guides qui sont disponibles là, sur notre site Internet. Ces guides-là, ils ont été vus un peu partout dans le monde, puis régulièrement, on nous demande si on peut l'utiliser encore, même si ça fait plus que 10 ans qu'ils ont été édités, qu'il faudrait probablement les rééditer. Mais quand ils ont été faits, ils ont circulé un peu partout au ministère des Transports, le ministère de l'Environnement. Une fois même, le ministère de l'Environnement nous les a envoyés en référence en disant « Vous pouvez vous fier à ce guide-là pour en rire parce que justement, c'était nous qui l'avions fait. » Donc, c'est un peu partout encore, on nous le demande. Encore cette année, on nous a demandé si on pouvait l'utiliser d'une personne qui était en France. Donc, c'est un travail colossal qu'on a fait en gestion des eaux pluviales puis qui va continuer à se faire. Là, on a d'autres projets, notamment de suivi de ces ouvrages-là qui ont été créés sur le territoire. L'APEL poursuit aussi son programme de suivi de qualité d'eau. Là, on a parlé beaucoup de faire des études du début des années 2010, autour de 2005 à 2010-2015. Mais il y a un programme de suivi de la qualité de l'eau qui est bien en place depuis très longtemps. Maintenant, ça fait comme 12 ans qu'on cumule, même plus, qu'on cumule des données. Et on a la chance qu'on avait donné à un moment donné le défi pour tout structurer ces données-là.
à Sonia de créer une base de données pour rentrer toutes les données de qualité d'eau parce que c'est des dizaines de milliers de données, voire centaines de milliers de données qu'on a à gérer. Donc, Sonia a accepté le défi avec d'autres collègues. Maintenant, elle a même décidé de partir sa propre entreprise, de commercialiser le logiciel. Et en même temps, elle a fait un doctorat. Donc, on te lève notre chapeau, Sonia, d'avoir réalisé, d'avoir en fait relevé le défi, en plus de ça, d'avoir aussi l'avoir fait d'une aussi belle façon. Enki est maintenant pour nous un outil de travail qui est vraiment incontournable. Aussi, en fait, une des choses qu'on voit peut-être moins, qui est peut-être moins visible, mais qu'on a fait aussi un virage technologique les dernières années, notamment beaucoup au niveau du suivi de qualité d'eau. On a une station de suivi de qualité d'eau en permanence là, sur la rivière des Hurons, qui est le principal affluent. Il y a une station météorologique qui appartient à la Ville de Québec aussi, sur le territoire. La sonde aussi là, sur la rivière des Hurons appartient à la Ville de Québec. C'est nous qui faisons le suivi. On a différents outils, que ce soit drones, on travaille aussi avec des GPS de haute précision, des outils de caméra haute définition, etc. Là, on peut voir, par exemple, sur cette image-là où Giancarlo est en canot et il fait de la caractérisation de rive avec une caméra. Si vous voulez avoir, par exemple, là, je parlais de données en continu, on peut aller sur notre site Internet. Vous allez avoir accès donc à toutes les données avec des graphiques. Là. Vous pouvez voir les données de température, les humidités. Vous pouvez aussi voir la station sur la rivière des Hurons au niveau des changements au niveau de la conductivité. S'il annonce de la grosse pluie ou si on a des redoux en hiver, on va voir qu'il y a un changement au niveau de la conductivité. Donc, c'est quand même intéressant là, de savoir que vous avez accès autant à la température que à tout. Si vous avez besoin de savoir la pression atmosphérique, vous avez toutes ces informations-là directement sur notre site Internet. On voit Giancarlo, c'est beaucoup grâce à lui que le travail a été fait là, pour amener. Il aime beaucoup la technologie, mais il nous a poussé aussi beaucoup à travers les années à se dépasser au niveau de l'intégration de ces outils-là à travers chaque projet. En fait, Agiro aussi beaucoup évolué parce qu'on est allé voir ailleurs, parce qu'on a voyagé. Sonia, notamment, moi aussi, à travers les années. William, on est allé voir ailleurs qu'est-ce qui se faisait comme meilleure pratique pour ramener ça chez nous. L'année passée, en 2019, on a eu la chance d'être invités par les gens de Las Vegas et les gens ne comprenaient peut-être pas ce qu'on allait faire là, mais Las Vegas, parce qu'il y a une rareté de l'eau, doivent avoir une gestion incroyable de l'eau. Ils ont vraiment des pratiques, puis ils ont vraiment des belles pratiques qu'ils ont mis en place, beaucoup des programmes d'encouragement. Ça nous a donné beaucoup d'idées, beaucoup aussi de... à chaque fois qu'on fait des voyages, on se rend compte finalement de ce qu'on fait de bien par rapport à ce qui se fait ailleurs, parce que des fois, ça nous réconforte en nous disant, ben oui, nous aussi, on est bon finalement. Et de voir aussi peut-être qu'on pourrait améliorer telle chose, qu'il y a des bonnes idées qui se font ailleurs. Las Vegas sont super bons en sensibilisation. Ils ont un méga pavillon d'interprétation. Ils ont des outils d'interprétation, mais ils ont aussi... en fait, Las Vegas, c'est big, mais c'est big aussi dans sa gestion de l'eau. Bon, encore une fois, en 2019, j'ai eu la chance d'aller à Burlington recevoir un prix. C'est Sonia qui m'a inscrit à ce prix-là. En fait, j'ai été vraiment chanceuse de le recevoir. Je m'attendais un peu à avoir une salle de 400 personnes. J'étais assez nerveuse d'aller devant des gens partout aux États-Unis. Puis là, je ne voulais pas parler anglais. C'était ma grande hantise de devoir parler devant 400 personnes en anglais. Mais finalement, j'ai juste reçu le prix. C'était quand même une grande fierté là, que je me dis, ben, en fait, j'étais contente, mais je le sais que ce prix-là n'était pas seulement pour moi, mais pour tous les gens qui ont contribué à l'organisation au fil des ans. Donc,
En 2019, ça a été une grosse année qui s'est conclue avec la naissance d'Agiro. Encore aujourd'hui, on me pose souvent la question pourquoi on a changé de nom. Je pense qu'hier encore, on m'a posé c'est quoi Agiro, pourquoi vous avez changé de nom. En fait, on a changé de nom parce que ça faisait longtemps que ça devait être fait. Ça faisait plus de 10 ans que ça traînait dans notre liste de choses à faire, mais que c'était un gros coup à donner de faire un changement de nom là, parce que ça implique énormément de choses. On s'en est rendu compte et on le savait déjà. Donc, on a retardé jusqu'à l'an passé où on s'est dit, là, il faut le faire parce que la principale raison, c'est parce qu'on allait souvent en dehors du territoire du lac Saint-Charles. Là, on ne travaillait plus à l'échelle du lac, mais bien à l'échelle du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Puis même, à l'occasion, on est souvent amené à aller travailler à l'extérieur. Donc, ça a été une des raisons pour lesquelles on a voulu le faire. Puis notre nom était très long aussi à dire. Donc, pour de multiples raisons, on avait le goût de changer de nom. Qu'est-ce que ça veut dire Agiro? Principalement, ça veut dire le verbe agir, faire quelque chose, entrer ou être en action. Quelque chose qui nous représente, c'est vraiment d'être en action, de faire des actions, on est un organisme, on l'a toujours dit, on est un organisme d'action. Donc, c'était une des choses qu'on a dit quand on a parlé avec notre consultant. Aussi, il n'y a pas juste agir, il y a aussi le mot eau, agir pour l'eau. Dans le fond, on trouve pour nous, le nom est très représentatif de ce qu'on fait. Finalement, c'est très simple comme nom. C'est court à dire. Les gens ont encore pensent que Agiro veut dire une abréviation. Même ma fille me le demande régulièrement parce qu'elle l'appelle, elle savait que ça voulait dire quelque chose. Elle me demande pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire Agiro. Mais finalement, ça ne veut rien dire, c'est juste un nom, comme ça. Donc, que signifie l'icône? L'icône, dans le fond, c'est un croisement entre l'eau et l'environnement, c'est une interconnexion. Et aussi, il y a un petit clin d'œil à notre ancien logo, le UR. Donc, vous voyez là, en vert, si vous pouvez remarquer, on voit dans le fond le bec du UR. Qui peut être aussi la représentation d'une feuille. Donc, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire. On n'a pas vraiment changé au niveau des valeurs de l'organisation. C'était les mêmes depuis plusieurs années qui sont super importantes pour nous. Donc, la crédibilité, l'initiative, l'intégrité, l'engagement collectif, c'est des valeurs qu'on a depuis très longtemps. J'ai passé la vidéo, là, on va y revenir plus tard. Et maintenant, en fait, l'organisme va toujours vouloir aller plus loin, puis toujours augmenter au niveau de son expertise, de faire mieux, d'être innovateur, d'être la référence. C'est sûr que c'est une des choses que l'organisme veut être. Il va toujours vouloir être, de toujours se dépasser. Une des choses que les gens comprennent peut-être pas toujours, c'est que nous, on n'a pas de fonds de subvention statutaire. On doit chaque année trouver du financement pour pouvoir survivre. Les gens pensent que parce qu'on est une grosse organisation, que tout nous est dû, qu'on reçoit de l'argent facilement. En fait, il faut renouveler nos ententes avec la Ville de Québec à tous les 3 ans, puis il faut négocier avec eux pour renouveler ces ententes-là. Donc, c'est oui, effectivement, la Ville de Québec est un partenaire de choix pour nous, c'est notre principal bailleur de fonds. Chaque année, c'est entre 50 à 70 de nos revenus qui viennent de la Ville de Québec, mais c'est pour réaliser des projets. Ce n'est pas pour soutenir notre mission, c'est vraiment pour livrer des actions. Aussi, en fait, pour pouvoir réaliser des projets, de nombreuses demandes de subventions sont faites chaque année à de nombreux subventionneurs et partenaires qui, si on ne les avait pas, en fait, on ne pourrait pas réaliser toutes ces actions-là. Donc, on a énormément de partenaires, on a énormément de bénévoles avec nous, puis c'est la force de notre organisation. Puis, on le fait aussi pour le plus grand nombre. Il faut rappeler que notre mission, ce n'est pas seulement de travailler pour chacun pour soi, c'est vraiment de travailler pour la collectivité, de travailler notamment pour les générations futures. Donc, il y aura toujours ça pour notre organisation, puis on sait que notre histoire ne fait que commencer. Chaque année, chaque jour, chaque semaine, je me rappelle que finalement, ce que je fais, c'est que je répète, puis que je redis souvent les mêmes choses.
on va avoir à répéter encore tantôt, Sonia, et puis là, vous avez vu apparaître une petite fenêtre peut-être de Claude Lavoie qui m'écrit, mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de tentatives de solutions miracles pour les lacs. On veut y ajouter des produits, des aérateurs, des ci, des ça. Il n'y a pas de solution miracle, puis on doit comme faire une introspection, l'humain, par rapport à nos activités, de qu'est-ce qu'on a comme impact sur les milieux naturels. Puis, on aura toujours à avoir un travail au niveau de rappeler ces messages-là année après année. Je pense que je le dis souvent, mais je n'aurai jamais assez de ma vie pour passer à travers tous les défis. Un de nos défis qu'on rappelle souvent, c'est qu'on souhaite qu'il y ait un branchement du réseau d'égout des deux usines de Stoneham et Lac-de-L'Âge. Ça, pour nous, c'est super important. Mais ce qui est aussi important, c'est de former la relève, d'éduquer les jeunes. On vient de voir là, ma fille qui est là, Florence. Régulièrement, je me dis que je forme mes enfants en même temps pour éventuellement prendre ma place parce qu'on aura besoin éventuellement de relève là, pour continuer à protéger nos milieux naturels et le lac Saint-Charles. Donc, en terminant, je veux rendre hommage à toute l'équipe. Dans le fond, ma force, c'est pas. Je pense sincèrement que c'est d'aller chercher les meilleures personnes. On me l'a souvent dit, même à un moment donné, M. Rabon me dit comment tu fais pour aller chercher tous ces gens-là. Je pense que ma force, c'est de réunir les travailleurs avec moi, mais aussi réunir des bénévoles, réunir des partenaires. Donc, c'est ça mon travail, je pense, le plus important, c'est que les gens puissent se parler, se rencontrer, échanger, puis d'aller chercher les meilleurs aussi là, pour pouvoir réaliser tous ces projets-là. Donc, sans aussi la confiance du conseil d'administration, ça serait impossible. J'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui croit en moi et qui croit en tous les employés. Donc, ça aussi, ça donne vraiment des ailes. Ça nous aide beaucoup dans notre travail. Enfin, je veux parler, je sais que j'ai pris du temps, là, mais je pense que c'est important de prendre du temps pour remercier les bénévoles. Monsieur Moffett, c'est vraiment le cœur de notre organisation depuis longtemps. Moi, ça fait 20 ans, mais quand je suis arrivée, j'avais 22 ans, j'étais une jeune fille. J'ai l'impression que M. Moffett m'a adoptée. Comme d'autres, comme M. Vallière notamment, qui n'est pas nécessairement là ce soir, mais il y a des gens qui m'ont adopté pour François Morneau, Sylvie Larose, c'est des gens qui m'ont guidée, qui m'ont appris beaucoup. Je n'avais pas nécessairement toutes les connaissances pour pouvoir gérer une organisation. C'est sûr que l'organisation d'il y a 20 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, mais j'ai eu des professeurs, j'ai eu des guides, des gens passionnés, comme M. Moffett, qui me motive, qui m'appelle pour venir faire des corvées encore avec mes enfants les fins de semaine. Donc, c'est pour eux, avec eux, qu'on réalise ces projets-là, qu'on réalise ces missions-là. Donc, merci à M. Moffett. Il y a Sylvie Larose aussi, là, qui, pendant des années, a fait de la révision linguistique pour nous, qui a été là, vraiment une grosse implication au sein de l'organisation, qui a aussi été vice-présidente et présidente. Marc Lagagnère, Marc, pour plein de raisons, on travaille en collaboration, notamment parce que tu es agronome et qu'on n'en a pas au sein de l'équipe de l'appel maintenant de la Géro, on n'a pas d'agronome, donc souvent on fait appel à toi comme expert conseil, souvent on discute aussi. Merci de ta présence à travers toutes ces années-là. M. Vallière, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand je suis arrivée, c'est lui qui faisait à peu près tout de l'organisation, qui faisait nos chèques de paye, qui a développé les Marais du Nord, qui connaissait par cœur à peu près tout de l'organisation. Moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose. En fait, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais c'est comme s'il y avait eu 20 ans disparu. Il y avait l'historique qui était dans des boîtes enfouies dans le sous-sol de M. Vallière ou de M. Moffett. Donc, j'ai eu à retracer un peu ce qui s'est fait dans le passé. Et c'est grâce à M. Jean-Claude Vallière, qui était ancien professeur en écologie, que j'ai notamment beaucoup appris. C'est lui qui m'a amené au Marais du Nord pour m'apprendre les noms des oiseaux.
un moment donné, je me suis rendu compte que le coquin m'apprenait les vieux noms d'oiseaux, par contre. Il m'apprenait les anciens noms, puis là, je me suis rendu compte qu'il fallait comme que j'apprenne les bons. Donc, je lui ai chicané un peu de m'apprendre les anciens noms. Parce que déjà, pour moi, c'est un défi. Maintenant, je reconnais les oiseaux au champ et tout ça, mais quand moi, je suis arrivée dans l'organisation, je ne les connaissais rien. Donc, c'est grâce à lui que je m'y suis intéressée. Pascal Grenier, moi, je ne l'ai pas connu en tant qu'administrateur, mais je sais très bien, pour avoir fouillé dans les archives, qu'il a donné énormément de temps, qu'il a mis énormément d'énergie en montant des dossiers dans les années notamment 80 et 90. Je lui ai parlé dernièrement pour lui rappeler notamment tout ce qui avait été fait, puis je le sais qu'il a mis énormément d'énergie, même si malgré tout, je n'ai jamais eu à travailler directement, à part, on s'est croisés parce qu'il était aussi au groupe de simplicité volontaire par la suite, mais je sais qu'il a fait beaucoup pour l'organisation, notamment avec le bilan environnemental qui a été fait là, dans les années 80. Pierre Jules, c'était le président lorsque j'ai été engagée à l'époque en 2000. Il a été président, là, je pense, 2 ou 3 années. Donc, il a aussi donné beaucoup de son temps pour beaucoup de réflexion. Je pense que Pierre-Jules était beaucoup dans réfléchir à qu'est-ce que l'organisation pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux en termes de pratiques environnementales. Encore aujourd'hui, on l'interpelle, puis il travaille, il nous ouvre son terrain pour aller chez lui aux besoins. Donc, il a toujours été resté en lien, là, même s'il est sur le conseil d'administration depuis quelques années. François Morneau, président pendant 12 ans avec moi. Dans le fond, j'ai commencé, c'est lui qui m'a engagée avec Sylvie Larose. Donc, François, il a été un deuxième papa pour moi, dans le sens que mon père était du milieu de la construction. Je n'ai pas appris, disons, grand-chose au niveau environnemental via ma famille. Là, c'était pas nécessaire. C'était ni des chasseurs, ni des pêcheurs. Donc, j'ai appris énormément grâce à François au fil des ans, que je remercie énormément. Philippe a beaucoup travaillé dans l'ombre. Philippe Beaupré, pendant des années, il était bénévole, notamment au bazar de jouets, mais c'est lui qui a mis en place le suivi des nichoirs à Canard Arboricole, qu'on a un réseau de nichoirs autour du lac Saint-Charles. Il fait aussi des protocoles de suivi pour Études d'oiseaux Canada. Il fait des activités au Marais du Nord. En fin de semaine, c'est lui qui est allé récupérer le Grand-Duc parce qu'il y avait un Grand-Duc malade dans les sentiers. Il est toujours présent, toujours là, même si nécessairement on ne peut pas toujours, on ne le côtoie pas, les gens ne le connaissent peut-être pas, mais Philippe est là depuis plus de 25 ans maintenant. Pauline Bédard aussi était une bénévole qui a été au conseil d'administration, mais qui a aussi donné énormément de temps pour le bazar de jouets pendant des années, donc 18 ans d'implication. Enfin, en fait, on ne parlera pas de moi. On a déjà parlé de Sonia qui a mis beaucoup d'énergie et de William aussi là, qui a travaillé énormément au niveau de la gestion des eaux pluviales. Et il y a Michel Deveau que je l'ai vu tantôt, là, il a probablement éteint sa caméra comme tout le monde, mais Michel, ça fait depuis 2002 qu'il est au sein de l'organisation, qui travaille pour nous aussi dans l'ombre, mais c'est lui qui réalise les projets finalement, c'est lui qui fait de la plantation, c'est lui qui fait les passerelles au Marais du Nord depuis vraiment très longtemps. Il connaît bien par cœur tout le territoire, il met tout son cœur, tout son temps, toute son énergie. Donc, merci aussi à Michel pour toute cette passion-là. Enfin, j'aurais pu en nommer d'autres, mais on a aussi ceux qui sont là depuis plus longtemps. Mélanie Breton. Mélanie Breton a une formation pas mal comme la mienne en tourisme. Et quand elle m'a approchée il y a 8 ans pour travailler au Marais du Nord, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'elle voulait parce que je me disais, écoute, j'ai la même formation que toi, pourquoi tu viens travailler comme préposé? Tu es sûr que tu veux faire ça à long terme parce que je ne veux pas engager quelqu'un juste pour quelques mois. Puis Mélanie a dit, je te dis que c'est ça que je veux faire. Bien, il faut la croire parce que ça fait 8 ans qu'elle accueille avec le même sourire, la même passion, avec la même gentillesse les clients au Marais du Nord.
Elle aime beaucoup les gens, ça paraît, les gens l'aiment aussi énormément. On a toujours d'excellents commentaires sur Mélanie. Donc, merci aussi à toi qui accueille, qui est au front, entre guillemets, au Marais du Nord depuis déjà 8 ans. Donc, ça complète la story map. J'ai été relativement vite sur plein d'éléments. Il y a plein de liens à découvrir. Donc, vous pourrez aller faire le tour. Je sais que j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je devais parler. Donc, la suite des choses, c'est qu'on a fait une vidéo avec des témoignages de différentes personnes. Donc, je vais arrêter